Amis camping-caristes, bonjour en ce début d'année 2024. Pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos précédentes, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. La santé, bien sûr, avant tout, pour pouvoir bien profiter de vos camping-cars et de vos voyages. Comme d'habitude, pas d'intro dans mes vidéos. Je vous demande pas de le pouce en l'air, je vous demande pas de vous abonner. Mes vidéos sont faites pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir, pour vous faire découvrir des éléments techniques divers sur divers sujets. Et je ne fais pas d'action commerciale. Alors, si vous voulez des promos, faut pas venir ici. Il n'y en aura pas. Que de la technique ici. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration sur des enregistrements que j'ai fait l'été dernier concernant la climatisation cabine du camping-car. Si vous vous souvenez, dans les vidéos 16 et 17, où je parlais du camping-car en groupe électrogène, j'avais mesuré, en étant stationné, au ralenti, combien pouvait donner en puissance de chargement de ma batterie auxiliaire, de la batterie de la cellule, mon booster de 60 ampères heure. Alors à savoir, je le rappelle, en France, il est interdit de laisser tourner son moteur au ralenti. Il est autorisé quand vous démarrez de le faire chauffer, mais si vous allez chercher vos enfants à l'école et puis il fait froid et vous le laissez tourner pour chauffer l'habitacle, en attendant que votre enfant sorte de l'école, eh ben vous êtes passible d'une amende. Une vieille loi. J'en avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes, dans la 16 et le 10, vidéo 16 et 17, je numérote toutes mes vidéos, où je parlais justement du camping-car en mode groupe électrogène, évidemment. Quand on est à l'arrêt, pour faire fonctionner le camping-car pour charger les batteries, avec le booster, il faut le faire tourner au ralenti. C'est inévitable. J'avais également fait des mesures de niveau sonore pour ceux que ça intéresse, et j'avais comparé ça à un groupe électrogène du commerce, au niveau sonore, et au niveau aussi puissance amenée, pour alimenter soit un frigo, soit autre chose dans le camping-car. Voilà. Et je me suis dit aussi, puisque je tourne au ralenti, pourquoi j'utiliserais pas la climatisation cabine pour climatiser le camping-car quand il tourne au ralenti pour charger mes batteries. Par contre, j'ai cherché sur internet des éléments d'information sur la puissance frigorifique des véhicules en règle générale et plus particulièrement du camping-car. J'ai rien trouvé, ou ce que j'ai trouvé, c'est du grand n'importe quoi, comme d'habitude sur internet. Des gens qui vous avancent des chiffres sans en apporter des preuves, des éléments techniques fiables. Alors j'ai décidé d'écrire à Fiat, en France, en Italie, zéro réponse. Ils m'ont même pas répondu qu'ils avaient reçu mon mail, ils s'en foutent complètement. Alors j'ai essayé par diverses voies, avec des garagistes que je connais, avec des gens qui travaillent dans le secteur automobile, s'ils pouvaient avoir des informations, et il n'y a rien concernant, personne m'a donné d'informations fiables, j'entends bien fiables, sur la production frigorifique, qui peut varier d'ailleurs en fonction de la taille du compresseur. Et puis il y a plusieurs techniques. Il y a ceux qui fonctionnent en tout électrique. Donc ça c'est surtout pour les voitures hybrides ou les voitures électriques. Mais il y a ceux qui fonctionnent sur les courroies de distribution d'alternateurs et tout ça, qui tournent plus ou moins vite. Et c'est le cas de mon camping-car. Donc c'est un compresseur frigorifique qui est alimenté par la courroie. Et là, dans le cas de figure présent, la vitesse de rotation, donc le volume balayé, parce que plus vous faites véhiculer du gaz dans le compresseur, plus vous avez de puissance frigorifique. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, les températures d'évaporation, la condensation, la température extérieure, je reviendrai là-dessus. Mais là, dans les essais que j'ai faits, pour avoir un ordre d'idée de la puissance frigorifique,
J'ai fait tourner mon camping-car au ralenti. Alors j'ai mis une sonde à l'extérieur. Je crois qu'il faisait 31 degrés dehors. J'ai fait des mesures de débit d'air sur les 4 grilles de soufflage du tableau de bord. Et à partir du diagramme de l'air humide, j'ai calculé la puissance frigorifique. Donc on va revenir là-dessus. Je vais vous faire voir comment j'ai fait les mesures et quelles sont les puissances que j'ai pu mesurer au ralenti, hein, avec donc une vitesse de rotation faible, donc un volume balayé faible, par rapport à un climatiseur que j'ai fait installer aussi. Et on va regarder un petit peu la différence de puissance entre les deux. Donc au niveau du réglage, eh ben, je suis passé en recyclage complet de la ventilation sur la cabine. Donc j'ai pas pris d'air extérieur pour pas fausser les mesures. Me suis mis en ventilation maximum et en froid maximum. Voilà. Faut savoir qu'en même temps que je faisais du froid avec la climatisation, je chargeais ma batterie auxiliaire. Ma batterie de cellules. Là, vous voyez donc le thermomètre. Alors, vous connaissez tous mes appareils de mesure et d'enregistrement, hein. Donc, j'avais mis dehors ma petite sonde pour pouvoir enregistrer la température extérieure. Et j'ai fait des mesures de débit d'air. Alors, j'ai fabriqué un petit carton qui s'adaptait bien au tableau de bord pour pas qu'il y ait de fuite sur les côtés, hein. D'ailleurs, j'avais même scotché. Et j'avais fait des mesures de vitesse d'air à l'aide d'un anémomètre. Alors bon, ceux qui suivent mes vidéos ont l'habitude de ce type de mesures que je réalise. Donc l'objectif, c'est sur regarder déjà si les 4 bouches donnent le même débit, ce qui était tout à fait le cas, parce qu'on était un peu en dessous des 200 mètres cubes heure par bouche, hein, ce qui est important quand même. D'ailleurs, quand on fait tourner la climatisation, ça fait du bruit, hein, on sent que ça pousse. Et quand je fais le cumul des 4 bouches de soufflage, on est un peu en dessous des 765 mètres cubes. On regardera ça plus précisément tout à l'heure. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'idée c'est de faire des multitudes de mesures sur la section de soufflage pour faire une moyenne. Vous faites une vingtaine de mesures et vous en faites la moyenne. Ça vous donne une vitesse de soufflage en mètres cubes secondes. Ces mètres cubes secondes, vous les multipliez par la surface de soufflage, donc du petit carré ou rectangle en carton que j'ai fait. Et ça, il faut le faire en mètres carrés. Et l'ensemble, vous remultipliez par 3600, parce qu'il y a 3600 secondes par heure, et vous avez des débits en mètres cubes heure. Bon, le tout, c'est de se procurer un petit anémomètre qu'on trouve maintenant pas très cher un peu partout, surtout sur Amazon, vous trouvez ça pas cher, et la fiabilité est largement suffisante pour les essais qu'on a à faire. Voilà. Donc, j'ai fait les mesures de débit d'air. Après, nous allons voir ce qu'on en fait. Alors, vous avez à l'écran les enregistrements de température et d'hygrométrie, hein, l'humidité relative, de 3 sondes. Une qui est à l'extérieur, une qui mesure l'air qui est aspiré par le climatiseur, donc l'air aspiré dans la cabine, et l'air qui est soufflé au niveau des bouches de soufflage. Donc on a 3 sondes de température, 3 sondes d'hygrométrie. La première partie à gauche du trait vertical rouge, c'est les enregistrements qui se sont faits pendant que j'installais les sondes. Et après le trait rouge sur la droite, j'ai fini donc d'installer les sondes et j'ai laissé tourner pendant une quinzaine de minutes pour que tout ça se stabilise, hein, bien sûr, pour que les sondes montent en température et se mettent à bien enregistrer les humidités. Et au bout des 15 minutes, j'ai mémorisé les valeurs de température et d'hygrométrie pour pouvoir faire mes calculs. Alors, on voit que la température extérieure, c'est celle qui est quasiment au centre en bleu, était de 31,82 degrés, donc quasiment 32 degrés. Qu'on aspirait l'air dans la cabine à 24,44 degrés Celsius et qu'on soufflait à 12,32. Et dans la partie haute, vous avez
l'humidité relative de la température extérieure qui est en jaune, qui est à 42% d'humidité relative, la reprise 42,85. Donc il y en a une, c'est l'humidité relative à l'extérieur, et l'autre, c'est l'humidité relative à l'intérieur de la cabine. Et vous avez tout en haut en vert l'humidité relative au soufflage, qui augmente, ce qui est tout à fait normal. Donc, j'ai laissé tourner le système pendant 15 minutes pour que tout ça se stabilise. J'ai relevé les données, maintenant nous allons voir ce que ça donne en termes de puissance. J'ai utilisé un logiciel qu'on trouve sur Internet facilement, qui permet de calculer tous les points avec précision. Alors on peut utiliser le diagramme en traçant des traits dessus, comme on va le voir après, parce que je vais quand même les tracer, mais la précision de lecture n'est pas égale à un logiciel qui vous donne des précisions vraiment un chiffre ou deux après la virgule. Donc le tableau de gauche, alors vous remarquerez sur fond bleu, l'altitude est à 0 mètre, donc c'était l'altitude où j'étais pour faire les essais. Et sur fond vert, vous avez la température de 24,4 degrés qui était l'air qui rentrait dans le climatiseur, donc d'aspiration, et l'humidité relative 42,9%. Ça, c'est pour le point, après 15 minutes de fonctionnement, d'air repris au climatiseur. À droite, vous avez la même chose, mais pour le soufflage. Donc j'ai marqué 12,3 degrés et 60,7% d'humidité relative. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne des enthalpies. Alors, si vous descendez à droite sur le tableau, la partie qui est sur fond bleu, vous avez l'enthalpie qui est de 25,94 kJ par kilogramme d'air. Alors donc on ne mesure pas des mètres cubes, mais des poids d'air. Hein. Et vous avez exactement la même chose sur la reprise, qui est à gauche, 45,31 kJ par kilo. Après, c'est simple, on fait la différence des enthalpies entre l'entrée et la sortie, on multiplie par le débit d'air et par le poids d'air véhiculé dans le climatiseur pour avoir une puissance. On va regarder ça tout de suite après. Comme vous pouvez le voir, là j'ai affiché donc le diagramme de l'air humide. J'ai repositionné en partie haute à gauche les deux tableaux qui permettent de calculer les deux points, donc reprise et soufflage. Et vous voyez en partie basse ma flèche verte à l'intérieur de la courbe. Ça positionne la température et hygrométrie de soufflage sur le diagramme. Et tout de suite après, vous avez donc un peu au-dessus la reprise. Donc la reprise qui est beaucoup plus haut avec une hygrométrie de plus de 40%. Voilà. Donc après, une fois que c'est positionné, on trace les courbes que vous pouvez voir. Donc on part de 24,44 en partie rouge en bas à droite, on monte jusqu'à l'humidité relative. Après, on suit une ligne diagonale, on va dire, jusqu'au temps qu'on arrive au 45,31 kJ par kilogramme. C'est la valeur que nous donnait le tableau. Hein. J'ai simplement retracé sur le diagramme les valeurs données par le tableau. Et exactement la même chose en partie bleue pour la température de soufflage. Alors, contrairement aux essais que j'avais faits sur le chauffage gasoil, où je calculais des puissances calorifiques, donc de chauffage, en utilisant une petite équation qui était relativement simple, hein, c'est la différence de température, donc aspiration-soufflage, un peu comme là, avec le débit d'air qu'on remultiplie par 0,34. Pour la climatisation, c'est pas possible. Parce que, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais dans la partie climatisation, vous avez la chaleur sensible et la chaleur latente. Il y a une partie de la puissance frigorifique qui sert à déshumidifier l'air, et l'autre partie qui sert à refroidir. Donc, c'est pas possible d'utiliser une formule simplifiée, donc on est obligé de passer par le diagramme de l'air humide. Alors, je fais en partie noire, donc dans la partie en haut à gauche, la différence des enthalpies. C'est-à-dire que je pars avec 45,31 moins les 25,94 et j'ai une différence d'enthalpie de 19,37 kJ par kilogramme d'air sec. À droite, j'ai mes 764,71 m3 mesurés sur mes 4 bouches de soufflage.
hein, quasiment 800 mètres cubes d'air soufflé dans la cabine. Et ça, c'est des mètres cubes. Mais moi, pour faire mes calculs, j'ai besoin de poids d'air. Et la densité de l'air, ça c'est donné aussi par le logiciel, où on peut le retrouver en traçant sur le diagramme, c'est de 1,21, 1,22 kg d'air par mètre cube. Ça c'est le poids de l'air, dans ce cas de figure-là. Hein. Donc quand on multiplie le poids de l'air par le débit d'air, on a des volumes en kilos d'air qui passent tous les heures dans le climatiseur. Là, on a 932 kg d'air tous les heures qui passent dans le climatiseur qui est véhiculé par la ventilation. Après, pour calculer la puissance frigorifique, c'est extrêmement simple. On multiplie donc les kilogrammes d'air par heure par les différences d'enthalpie en kilojoules par kilogramme. C'est ce que j'ai écrit en vert. Et on arrive à 18 063 kilojoules par heure. Alors les kilojoules, ça parle pas. Il suffit de les diviser par 3600 pour avoir des kilowatts. Et là, on s'aperçoit qu'on a 5,018 kilowatts froid, d'air froid, instantané dans les conditions d'essai que j'ai fait, c'est-à-dire avec une reprise à 24 degrés, 24,5 quasiment. Ça, c'est des conditions ponctuelles. On va voir que les puissances frigorifiques varient en fonction de différents paramètres. Et si on veut comparer un climatiseur à un autre, il faut se mettre dans les mêmes conditions d'essai. Les gens qui vous disent « Moi, j'ai un climatiseur qui fait tant de kilowatts ou tant de BTU », d'ailleurs, j'ai converti les kilowatts en BTU, ça fait 17 000 BTU. Bon, c'est une simple conversion. Ça veut rien dire. Moi, un climatiseur, je peux vous dire, il fait 2400 watts, et puis, comme je pourrais le dire, exactement le même en fait 5000. Ça veut strictement rien dire, les puissances. Les puissances, sans faire référence à des conditions d'essai. C'est un peu comme une voiture. Une voiture, la consommation en litres au 100, ça dépend de comment on fait les essais. Vous n'allez pas consommer la même chose sur autoroute que sur nationale ou qu'au ralenti quand vous êtes stationné. Ce qui est interdit, je le rappelle. Voilà. Donc c'est pour ça que les constructeurs automobiles ont mis des normes d'essai pour pouvoir au moins comparer ce qui est comparable d'une voiture à l'autre au niveau des consommations. Bah, pour la climatisation, c'est exactement la même chose. Ce sont des normes qui s'appellent EER. Alors EER, ça veut dire énergie efficience ratio. Et ça vous permet d'avoir donc des conditions d'essai, et à partir de ces conditions d'essai, on vous donne un chiffre qui est de 2, 3 ou 4, et c'est le rapport de ce que consomme, ce que produit la machine en watts par rapport à ce qu'elle consomme en watts ou en kilowatts. Hein, c'est simplement un rapport entre puissance consommée par puissance de froid produit. Voilà. Et ça, c'est les petites étiquettes qu'on peut retrouver sur les climatiseurs. Nous allons revenir là-dessus. Donc, ce qui est important de voir, c'est quand même que 5 kW, c'est extrêmement puissant quand même, surtout qu'on est là en phase ralentie. Hein. Alors, si vous allez sur Internet, vous allez voir, il y a des gens qui annoncent des 10 kW, des 20 kW froid. Mais bon, rien n'est étayé. C'est pas absurde, hein, puisque là, je suis au ralenti. Quand le volume balayé augmente avec la vitesse de rotation du compresseur, on peut augmenter les puissances assez fortement. Hein, mais bon, de là à dire que ça fait 10 ou 20 kW, ça, moi, je voudrais qu'on m'en amène la preuve par des documents techniques officiels. J'entends, hein, pas par moi je sais. Comme j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, qui disent moi j'ai de l'expérience, mais ils vous amènent aucune preuve. Ce que je veux, moi, c'est des preuves, c'est des documents techniques, ou soit des mails envoyés par des constructeurs qui vous disent, bah voilà, moi, mon compresseur de ma voiture ou de mon camping-car donne tant de kilowatts froid dans telles conditions d'essai. Voilà, tout le reste, c'est du pipeau. Voilà, donc on va regarder un petit peu, je vais comparer cette puissance frigorifique par rapport au climatiseur que j'ai installé dans mon camping-car, qui est également une pompe à chaleur. Et on va regarder un petit peu si c'est 5 kW au ralenti,
qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente par rapport aux climatiseurs que j'ai installés et qui vous vendent, sans donner trop d'informations. On va regarder ça un peu plus près. Voici le modèle que j'ai installé. Donc c'est un modèle réversible hein, qui fait chauffage et climatisation. Webasto. Cool, Try 2024. Alors cool pas trop, hein, parce que pour dormir sous ce truc-là, il faut vraiment avoir le sommeil lourd. Hein. Bon, enfin, peu importe, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous allez voir, le niveau sonore, c'est... faut dormir avec des boules caisses. En tout état de cause. Il l'annonce pour une puissance de 2400 watts, soit en refroidissement, soit en chauffage. Et comme je le disais, ça veut strictement rien dire, parce que 2400 watts, dans quelles conditions, on n'en sait strictement rien. La seule chose qui donne, c'est que la plage de température de fonctionnement est de moins 5 à plus 50. Alors, moins 5 l'hiver, ça ne produit pas 2400 watts. On est d'accord. C'est la limite de fonctionnement. C'est pas la puissance à moins 5. Et la même chose, les 2400 watts en climatisation par 50 degrés extérieur, non. Quand il fait 50 degrés extérieur, vous n'avez pas les 2400 watts. C'est faux. Ça, c'est pour tromper l'ennemi, ça. C'est pour vous, comment dire, pour vous brouiller l'esprit. Ce sont bien des limites de fonctionnement. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à l'usine pour leur demander exactement quelles étaient les conditions d'essai pour pouvoir comparer ce qui est comparable. J'ai donc écrit à l'usine pour voir un petit peu les puissances qu'ils annoncent, dans quelles conditions ils sont donnés. Voici la réponse que j'affiche à l'écran. Ils m'ont répondu, il n'y a pas de souci, assez rapidement aussi. Ils nous disent que les conditions d'essai qui permettent d'indiquer la puissance du produit en mode climatisation. 27 degrés température de reprise par 47 degrés d'humidité relative. Ça, c'est les conditions intérieures, donc à l'intérieur du camping-car. Et les conditions extérieures, c'est 35 degrés Celsius. C'est-à-dire que c'est pas les 50 degrés de limite de fonctionnement, on le voit bien. Au-dessus de 35 degrés, c'est déjà pas mal, hein, la puissance frigorifique diminue. 35 degrés extérieur. Les 50 degrés qu'ils donnent, c'est que c'est des appareils, d'après ce que j'ai compris, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'ai choisi ce modèle-ci, c'est des appareils qui sont prévus pour fonctionner en Australie. Ça veut dire qu'ils se mettent en sécurité au-dessus de 50 degrés, ce qui est énorme. Ici, on n'aura jamais, enfin j'espère, cette température-là. Pour ce qui est du mode chauffage, la température intérieure 20 degrés, 59% d'humidité relative, et température extérieure 7 degrés. C'est-à-dire que les 2400 watts de production de chaleur, c'est fait quand il fait 7 degrés extérieur. À moins 5, vous allez avoir, déjà à moins 5, il va s'arrêter, il va se mettre en sécurité, mais disons que si vous mettez à 0 degré, ou moins 1 ou moins 2 degrés, ben vous n'aurez pas les 2400 watts, vous aurez peut-être 2000 watts ou 1800 watts. Il faudra faire les essais, il faudra avoir des courbes de relation puissance, température extérieure. Ils disent qu'il n'y a aucune influence de l'hygrométrie, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux, parce que l'humidité relative permet de connaître la quantité d'eau qu'il y a dans l'air, et ça met en cause les prises en glace de l'évaporateur, donc à l'extérieur, en mode pompe à chaleur, et le nombre de dégivrages qu'on va avoir. C'est-à-dire que quand on est dans des températures froides, on va, donc en puisant la chaleur dans la température extérieure qui est négative ou proche de zéro, on va fabriquer de la glace, un peu comme dans le réfrigérateur. La glace est un isolant. Donc pour pouvoir bien piéger la température, donc à l'absorber, par la pomper, par la pompe à chaleur, eh ben, il faut dégivrer régulièrement l'évaporateur à l'extérieur, et pendant qu'on dégivre, on ne produit plus. Et au contraire, on consomme pour dégivrer. Voilà, on inverse le cycle de fonctionnement. Donc c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux, mais peu importe, 7 degrés extérieur, c'est déjà une bonne information. Ce qui veut dire que quand vous achetez un climatiseur pour votre camping-car, on vous le donne par rapport à la taille de votre camping-car, mais en aucun cas, on vous donne des puissances
De toute façon, vous ne connaissez pas la puissance, les pertes de l'isolation de vos camping-cars. Donc ça vous avancera pas beaucoup. Mais bon, il ne vous donne pas non plus le EER, c'est-à-dire le rapport, le ratio entre puissance produite et puissance consommée. On va regarder vite fait ce que c'est que le EER. Voilà, le EER, énergie, efficience, ratio. Encore des termes anglo-saxons. Donc, tous les climatiseurs, théoriquement en Europe, sont donnés les puissances consommées et produites en froid en fonction de cette norme. Et cette norme dit que la température des essais, pour donner cette puissance, c'est 27 degrés à l'intérieur des locaux par 50% d'humidité relative, et qu'à l'extérieur, la température doit être de 35 degrés avec un bulbe humide de 24 degrés. Je vois pas pourquoi ils n'ont pas mis l'humidité relative. Mais enfin, c'est pas grave, surtout que l'humidité relative à l'extérieur pour les essais, contrairement au mode pompe à chaleur que j'ai expliqué avant, ça a très peu d'influence. Donc, tous les appareils, normalement, doivent donner des puissances à ces conditions-là. Alors, les informations que m'ont donné le WebAsso sont pas tout à fait dans ces conditions-là. Hein. Les 35 degrés, on les a. Les 27 degrés à l'intérieur, on les a. Il y a que l'humidité relative qui n'est pas tout à fait la même. Elle n'est pas loin. Hein. Donc, on pourrait dire, grosso modo, qu'on s'approche des conditions EER. Après, alors, il faut savoir aussi qu'il y a une nouvelle norme qui est sortie, c'est la SEER. Alors ça tient compte des saisons. S pour saison. Bon, moi, je pense que quand même le mieux, c'est le R. Alors après, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous dit qu'on a des étiquettes A, B, C, D, E, F, et ainsi de suite. Hein. Un peu comme les bilans thermiques des maisons ou des appartements, ou des réfrigérateurs, ou de tout ce qu'on veut. C'est le ratio entre ce qu'on produit et ce qu'on consomme. Donc on fait une division. Je produis tant de kilowatts, j'en consomme tant, et ça nous donne un chiffre. Et plus le chiffre est élevé, c'est-à-dire qu'on produit peu par rapport à ce qu'on consomme beaucoup, là on est en classe A, c'est-à-dire que classe A, on produit 3,2 fois plus de froid qu'on consomme, en watts j'entends, qu'on consomme en électricité. J'espère que j'ai été clair. Voilà, bon, pour parler un petit peu de la EER. Alors, moi, dans mes essais sur le camping-car, évidemment, je ne peux pas faire des essais en salle climatique. Il faisait 31 degrés extérieur, donc un peu moins, enfin 32 degrés extérieur, un peu moins des 35 degrés. Et les températures de reprise n'est pas aussi dans les mêmes conditions, hein, parce que j'étais pas à 27 degrés, 50%. Mais bon, c'est une approche. Et on s'aperçoit quand même que le climatiseur du camping-car est assez puissant, relativement puissant, et on peut dire qu'il est en mode ralenti, hein, j'entends bien, en mode ralenti, il est 2 fois plus puissant qu'un climatiseur adapté au camping-car de 2400 watts. Hein, 2400 watts froid contre 5 kilowatts. Donc on pourrait dire, on a largement de quoi climatiser le camping-car quand on est au ralenti. Non seulement l'alternateur va recharger la batterie de la cellule, où on va pouvoir se servir de sa batterie pour pouvoir alimenter un appareil en 220 à l'aide d'un convertisseur, tout en climatisant le camping-car le soir. Voilà, avant de vous coucher, vous laissez tourner, il ne faut pas que ça gêne les voisins, bien sûr. Vous laissez tourner le camping-car pendant 1 heure, vous allez recharger les batteries et en même temps vous allez climatiser. Seul petit problème, c'est que le brassage d'air se fait au niveau de la partie avant de la cabine. C'est-à-dire que vous soufflez de l'air, mais vous la réaspirez aussitôt pour pouvoir, climatiser l'avant du véhicule et l'air ne va pas à l'arrière. Donc ça, c'est un peu embêtant. Alors il y a une solution qui serait relativement simple, c'est de prendre la moitié des bouches, c'est-à-dire 2 sur les 4, de mettre des petits flexibles, des petites gaines flexibles dessus, en faisant et en amenant ça à l'aspiration du trumin.
Alors moi j'ai la chance, d'avoir le Truma qui est derrière le siège conducteur sous les banquettes, avec l'aspiration qui est justement derrière derrière le siège conducteur. Donc je pourrais mettre deux gaines souples, comme ça, qu'on passe en vrac, et puis qui arrivent à l'aspiration du Truma. Je mets le Truma en ventilation simple, et le Truma va aspirer l'air froid qui sort de la bouche du tableau de bord pour l'envoyer à l'arrière du camping-car. Et comme on en prend deux sur les quatre, eh ben on va avoir à l'arrière la même puissance que le climatiseur qui est au-dessus de la chambre, par exemple. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Ça nécessite de mettre deux petites gaines. Alors je dis ça comme ça, hein, c'est des idées. Alors ça consomme, bien sûr. Mais si vous n'avez pas le 220 et que vous voulez un peu de clim, c'est une solution. Et si vous voulez pas de groupe électrogène, des trucs à véhiculer, à mettre dehors, à faire du bruit pour les gens qui sont à côté, bon, c'est une solution comme une autre. À prendre, à faire ou à pas faire, chacun aura son opinion là-dessus. Mais ça fonctionne. Et franchement, la puissance, elle est là. Alors bien sûr, ça fait un peu de bruit, surtout dans le camping-car. Mais bon, quand on n'a pas d'autre solution, ça peut être une solution alternative à un groupe électrogène qui alimenterait le camping-car et la climatisation. Voilà, voilà. Alors, je referai une autre vidéo parce que je vois pas mal de vidéos passer où les gens me disent, bah il suffit d'acheter un climatiseur sur roulette comme on met dans les appartements avec la gaine qu'on met sur la fenêtre. Donc c'est intéressant de voir aussi que ces climatiseurs-là, c'est une aberration. Malgré qu'ils aient des étiquettes A, B, C, selon la norme EER, je vais voir aussi que là, on trompe un petit peu les gens et que c'est pas aussi bien que ça peut paraître l'être. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était plus courte que les vidéos précédentes, surtout avec le chauffage autotherme, où les essais ont été relativement longs, hein, parce que la vidéo, je crois, durait 1h20, 1h30. Mais bon, c'est pas la même chose non plus. Hein. Après, bon, je vais faire certainement des essais sur le Vevor, toujours en atelier. Donc je sais pas quand je vais sortir ça, parce que déjà, il faut que je le reçoive, et en plus, il faut que ça corresponde à mes voyages, parce que c'est pas tout de faire des essais, il faut partir aussi un petit peu avec le camping-car, même beaucoup. Enfin, vous verrez bien, je ferai d'autres vidéos techniques. En attendant, je vous souhaite à tous de bien profiter de vos camping-cars et de vos voyages. À la prochaine. Au revoir.